sur YouTube. Je ne veux pas le transcript. Super. OK, c'est parti. Donc, enveloppe rigide constituée de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau. Ensuite, on vous demande de connaître et comprendre les différences entre les roches et les minéraux. Bon. Les minéraux, ce sont des particules inorganiques qu'on peut identifier grâce à leurs propriétés. Donc, les minéraux, c'est un peu comme les atomes que vous avez vus en secondaire 2. Ils ont des propriétés caractéristiques qui leur sont propres, qui servent toujours à les identifier. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour un minéraux d'aluminium, ses propriétés vont tout le temps être pareilles. Donc, il va toujours être de couleur gris, il va toujours être métallique, il va toujours être opaque au niveau de sa transparence, sa dureté va être semblable, sa trace aussi va être semblable. Même chose pour l'or. L'or va toujours avoir la même couleur, va toujours avoir les mêmes propriétés. Donc, vous avez fait un laboratoire d'identification des minéraux avec leurs propriétés. Vous devez savoir que dans les propriétés possibles, il y a la couleur, il y a la transparence. Est-ce que je peux pas voir la lumière passer à travers ou pas, la dureté. Donc, mon minéral, il résiste à quel type d'outil? Est-ce qu'il résiste à un ongle? Est-ce qu'il résiste à une pièce de 1 sou? Est-ce qu'il résiste à une lame d'acier? Puis en fonction de sa dureté, mais c'est une propriété que je peux utiliser pour identifier ce minéral-là. Et bon, ben, s'il laisse une trace sur la porcelaine. Donc ça, ce sont des minéraux. Les roches, c'est des solides hétérogènes composés de minéraux. Donc, des minéraux, c'est avec les propriétés dont je viens de vous mentionner. Puis les roches, c'est comme des motons de minéraux. Donc, dans certaines roches, il peut y avoir plusieurs minéraux. Dans d'autres roches, il peut y avoir presque pas de minéraux différents. Donc, mais ça va être comme la roche, c'est le moton qui contient des minéraux. Ensuite, on vous demande ici connaître et comprendre les propriétés physiques des minéraux, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que ça veut dire la trace, qu'est-ce que ça veut dire la couleur, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre des caractéristiques pour des minéraux particuliers. Il faut juste savoir que ce sont des tests qu'on peut utiliser. Connaître et comprendre la différence entre les 3 types de roches. Alors, les minéraux, on les différencie par les propriétés caractéristiques. Les roches, on veut les différencier selon leur processus de formation. Donc, pour les roches, il y a 3 processus de formation. Si j'ai une roche ignée, elle est formée par de la lave ou du magma refroidi. Donc, cette lave-là, elle peut provenir d'un volcan. C'est un volcan, c'est très joli. Ou encore, elle peut provenir de la lave qui va monter vers la surface sous la croûte terrestre, puis se refroidir. Dans les 2 cas, en allant tout près de l'air, la lave va finir par refroidir, puis elle va former des roches qu'on va appeler ignées. Les roches sédimentaires, elles vont se former par l'accumulation de sédiments dans le fond de l'océan. Est-ce qu'il faut savoir la différence entre les couleurs? Non. Il ne faut pas savoir la différence entre hydrochromatique et allochromatique. Juste dans le guide d'études, puisque je te dis en ce moment. Donc, sédimentaire, c'est que dans le fond de l'océan, il va s'accumuler des sédiments, donc des particules organiques ou inorganiques. Puis, à cause de la pression de l'eau, donc on a vu que la pression était immense dans le fond de l'océan. Imaginez-vous une dizaine de piscines hors terre sur vos épaules. Donc, c'est encore plus gros que ça, cette pression-là. Bien, ça va comme comprimer ces sédiments-là qui vont en faire éventuellement des solides qu'on va appeler les roches sédimentaires. Puis les roches métamorphiques, c'est en fait, on va commencer avec une roche soit sédimentaire ou soit ignée qui va se transformer par la pression, donc par le mouvement des plaques tectoniques qui vont comme écraboutir cette roche-là, ou encore la chaleur qui va déformer la roche. Donc, c'est une roche qui se métamorphose selon soit la pression ou soit la chaleur. Vous autres, vous devez juste connaître ces principaux types de roches-là
de façon rudimentaire, là, pas plus que ça. Ensuite, on vous dit le sol. Voilà, comprendre la différence entre les... comprendre la définition du pergélisol. Ben, c'est exactement là qu'on était rendu quand on m'a dit que ça ne marchait pas, fait que c'est pas si pire. Pergélisol, fiche 25. Oui. Donc, le pergélisol, c'est un sol dont la température se maintient à 0 degré Celsius pendant au moins 2 ans. Donc, il faut juste savoir ça, que le pergélisol, c'est un sol gelé depuis au moins 2 ans. Là, on ne l'a pas vu, là, ça c'est en sciences de STE, mais quand le pergélisol va dégeler, il va libérer des gaz et des matières toxiques qui sont comme dans le pergélisol. Donc, c'est pour ça que c'est important de conserver, puis c'est pour ça qu'on parle du pergélisol, parce que c'est important de le conserver à une température gelée, parce que quand il dégèle, il va relâcher des polluants. Mais nous, on a juste vu que le pergélisol, ça existe. OK, j'avais vu une petite... parfait. Ensuite, connaître les horizons du sol et être en mesure de les placer sur un schéma. Donc, c'est exactement ce qui est ici. Les horizons du sol, il faut savoir par cœur que le premier type s'appelle la couche superficielle. Ensuite, en dessous, c'est la terre arable. Ensuite, c'est le sous-sol, la roche-mère fragmentée et la roche-mère non altérée. Donc, nous, quand on va cultiver, là, on va cultiver des végétaux dans la couche superficielle et la couche arable. À partir du sous-sol, là, on va avoir de plus en plus de gros morceaux de roche. Puis ensuite, dans la roche-mère fragmentée, ben, c'est de plus en plus gros morceaux de roche. Puis la roche-mère non altérée, c'est comme le magma refroidi là, entre le manteau et la croûte terrestre. Donc, il faut connaître dans l'ordre. Il va y avoir exactement ce schéma-là à l'examen. Il faut connaître les noms dans l'ordre. Ensuite, connaître et comprendre les conditions qui favorisent un sol fertile. Alors, ces conditions-là, elles sont ici. On doit avoir des minéraux en quantité suffisante, un taux d'humidité adéquat et un pH du sol approprié. Donc, je pourrais vous demander, dans un examen qui pourrait avoir lieu, par exemple, demain, genre, je ne sais pas, le Martine a mis de l'humus dans son jardin, mais ses plantes ne poussent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse d'autre? Puis là, tu pourrais me dire, ben, il faut qu'elle arrose son jardin. Martine n'est pas vite, si elle n'arrose pas son jardin, si le taux d'humidité n'est pas assez grand, ses plantes ne pousseront pas. Mais Martine, si elle arrose trop son jardin, ses plantes ne pousseront pas non plus. Donc, c'est ce genre de questions-là, OK? Si je te dis, ben, on met de l'humus, on arrose le jardin, mais ça ne pousse pas encore. Y a-t-il autre chose qui peut faire un sol fertile? Ben, il faudrait que tu me dises, il faut s'assurer que le pH est correct pour les plantes. C'est tout. Ça va? Donc, savoir ces 3 choses-là. Si on fait des erreurs dans les mots, absolument pas. Si tu fais des erreurs de français dans certains mots, mais que je comprends le sens, tu n'es pas pénalisé. C'est une bonne question. Connaître la provenance des 3 ressources. Alors, nous sommes rendus déjà dans les ressources énergétiques non renouvelables. Voilà ici. Donc, connaître la provenance des 3 ressources énergétiques attribuées à la lithosphère. Donc, on est dans la fiche 26, je pense. Oui. Donc, savoir qu'il y a 3 types d'énergie, 3 ressources énergétiques, l'énergie fossile, l'énergie nucléaire et l'énergie géothermique. Ensuite, tu dois savoir que, je retourne ici, être en mesure d'identifier les avantages et les inconvénients des ressources énergétiques associées à la lithosphère. Donc, tu dois connaître ici les avantages de l'énergie fossile, les inconvénients, les avantages du nucléaire, les inconvénients, les avantages de la géothermie et les inconvénients. Comme arabe bleu, ben là, pour la terre arabe bleu,
ça serait intéressant d'essayer de faire l'effort de l'écrire avec un L, mais si jamais c'est pas le cas, là, tu ne perdras pas tous tes points pour ça. OK. Donc, énergie fossile, il faut savoir que ses avantages, elle est disponible en grande quantité. Ses inconvénients, ben, c'est polluant. Elle est non renouvelable parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se régénérer aussi rapidement qu'on la consomme. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est non renouvelable. Ça veut dire que la quantité qu'on utilise, en fait, on fait juste épuiser les ressources. On ne laisse pas le temps, entre guillemets, pour que ça se refasse, cette énergie-là. C'est la même chose avec l'énergie nucléaire. Donc, les avantages, c'est qu'elle demande peu de ressources pour une grande quantité d'énergie, peu de gaz à effet de serre, mais il y a des risques d'accidents nucléaires qui peuvent être super dangereux. Puis elle produit des déchets radioactifs dangereux. L'énergie géothermique, elle est renouvelable, celle-là. Donc, c'est son avantage, mais son inconvénient, les installations sont encore coûteuses, puis c'est pas une énergie qui est particulièrement efficace parce qu'elle est encore difficile à transformer en énergie, en électricité, par exemple. Donc, on va s'en servir pour le chauffage, la géothermie, mais pour l'électricité, c'est encore pas assez développé. Ah oui, il n'y a pas de stress, là. Faites-en pas avec ça, Chloé, là. Aucun problème. Ensuite, où suis-je? Ici. Être en mesure d'identifier ou d'imaginer. Ah, ça, là, ça vous pose des soucis, cette petite question-là. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. Être en mesure d'identifier ou d'imaginer des impacts liés à l'extraction des minéraux et utiliser des ressources énergétiques liées à la lithosphère. Bon. Concrètement, ce qui pourrait arriver dans un examen qui pourrait avoir lieu demain, c'est que je pourrais te dire, il y a une compagnie, la compagnie ABCD, qui décide d'aller extraire des minéraux en plein milieu du nord du Québec. Et là, nomme-moi des impacts environnementaux qui peuvent être associés au fait que cette compagnie-là, elle va devoir transporter les minéraux pendant 800 km sur des routes. Donc, elle va devoir construire des routes, puis il y a des camions qu'il va falloir qu'ils fassent l'aller-retour pour transporter les minéraux. Y a-t-il un impact environnemental? Et là, tu me dirais, oui, l'impact environnemental, c'est la pollution liée aux voitures sur la route et liée aux constructions de routes. Okay? Ou tu pourrais me dire aussi, oui, il y a un impact environnemental parce qu'il y a du déboisement pour être obligé de faire ces routes-là. Ça va? Donc, c'est exactement ça que je te demande. Okay? Autre exemple. Le maire de la ville de Saint-Machin veut construire un immense centre commercial. Est-ce qu'il y a des impacts environnementaux? Puis là, tu pourrais me dire, oui, il y a des impacts environnementaux parce que en construisant un énorme centre commercial, ben là, on va utiliser, il va y avoir des polluants pour le transport de marchandises. Donc, c'est juste ces affaires. C'est vraiment pas compliqué. Puis, c'est pas exactement écrit dans vos notes de cours, mais il faut juste comprendre avec le gros bon sens que quand on exploite des minéraux, il peut avoir des impacts à cause de la machinerie. Puis quand on construit des nouvelles choses, ils peuvent avoir des impacts aussi à cause du transport. Ça va, c'est juste ça. C'est tout. Ensuite, comprendre le phénomène des bassins versants et identifier les impacts possibles. Les bassins versants, dans les notes de cours, il n'y a presque rien. Alors, je vais aller vous montrer aussi dans le cahier, puis je vais vous expliquer. Je vais aussi faire l'autre point, comprendre les facteurs qui influencent la circulation de l'eau dans les bassins versants en théorie et sur un schéma. Alors, bassin versant. Oups là! OK, c'est beau. Bon, pendant que mademoiselle s'énerve, je vais ouvrir les bassins versants.
OK, excusez, j'ai fermé mon micro pour rappeler mon chien pour pas que vous m'entendiez crier dans mon ordinateur. OK, bassin versant. Alors, un bassin versant, non, courant marin. Sont où les bassins versants? Ah, désigne l'ensemble de territoires qui recueillent toutes les eaux continentales pour les concentrer au même point. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le bassin versant? Je vais aller voir, de mémoire, c'est la page 126, et voilà. Assis-toi. Assis. Assis. Oh, bon chien. Alors, dans le fond, là, sur la Terre, il y a des endroits, ça, c'est des choses que vous savez, là, sur la Terre, même ici, là, dans la région, il y a des endroits qui sont plus surélevés que d'autres. Moi, j'habite proche de la Croix, là. Donc, de chez moi, je vois le village de Trois-Pistoles qui est comme plus bas, puis je vois ben, le fleuve Saint-Laurent. Okay? Puis ceux qui habitent comme plus dans le coin de Saint-Jean, ben là, tu vois encore, tu es encore plus haut là, en altitude. Le concept de bassin versant, c'est que plus tu es haut en altitude, plus l'eau, en fait, va descendre de ton point pour rejoindre le point de niveau, qui est le niveau 0, qui est le fleuve Saint-Laurent et les océans. Donc, quand il y a des cours d'eau qui se situent en altitude, ces cours d'eau-là vont tous converger vers un cours d'eau principal qui est dans notre cas le fleuve Saint-Laurent pour se déverser éventuellement dans la mer. Ça veut dire que si, par exemple, il y a des gens chez moi, proches de chez nous, ou chez nous, même dans ma maison, on fait un premier déversement de liquide toxique, ben ce liquide-là va couler jusque dans le fleuve et jusqu'aux résidents de Trois-Pistoles. Ça, c'est la base juste pour ici, qui est pour t'aider à comprendre. Le concept de bassin versant, il est partout sur le territoire. Ça veut dire que, par exemple, si je vais ouvrir mon Google Maps, puis que je le mets en... Ça sent bien. En relief, comme ceci. Là, ce qui est ici plus foncé, là, ça veut dire que c'est plus haut. Puis que je vais voir un petit peu le relief du Québec. Donc, tous les endroits qui sont plus hauts, là, donc ici, là, autour, par exemple, de la région là, de l'Abitibi, je ne me souviens pas comment, le lac, j'allais dire, je ne me souviens pas comment il s'appelle ce lac-là, c'est le lac Saint-Jean, on n'est pas en Abitibi du tout, là. Mais au Saguenay, dans le lac Saint-Jean, ça veut dire que tous les petits cours d'eau là, qui sont ici proches de ma flèche vont se déverser dans le lac Saint-Jean. Puis le cours d'eau du lac Saint-Jean va se déverser éventuellement dans le fleuve Saint-Laurent. Okay, donc, partout là, où est-ce qu'il y a des endroits où c'est surélevé, là, regarde, on le voit super bien ici, là, il y a des petits lacs à des endroits en altitude. Donc, ces lacs-là vont toujours se déverser vers une rivière qui va se déverser éventuellement dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, quand on parle de bassin versant, ce qu'on veut dire, c'est que les cours d'eau vont toujours converger vers un point d'altitude zéro. Dans notre cas, c'est le fleuve Saint-Laurent. Là, ça fait 4 fois que je le dis, là, mais c'est vraiment juste pour que ça soit plus clair. Et éventuellement dans l'océan ici. Ça veut dire, quand on parle d'impact, que si, par exemple, il y a un déversement ici, là, dans ce cratère de météorite-là, ben, les gens qui habitent à Tour-Fraiseur, à Mikoua, puis éventuellement à Bécomo, ils vont ressentir, ils vont avoir ces toxines-là chez eux. Alors que si j'ai un déversement, mettons, à Manicouagan ici, ben les gens qui habitent plus en altitude que Manicouagan, donc dans notre cas ici, le relais Gabriel ici, ils n'auront pas le déversement. OK? Donc, c'est normal. Là. Si tu es en dessous, tu as les toxines. Si tu es en haut, tu les as pas. Ça va comme une glissade d'eau. OK? Donc, c'est le même principe que, ben, en fait, c'est ça le principe. Ah, si tu es à la rivière Trois-Pistoles, par exemple, puis que tu es dans, je vais aller à la rivière Trois-Pistoles. OK? Donc, la rivière, là, elle part de, ici, là, elle commence à avoir un débit plus important. Donc, mettons, là, on dit, là, on part de la rivière, tu vas te baigner ici.
à cet endroit-là, là, puis que tu laisses couler ton Gatorade dans la rivière, ben tout le monde qui se baigne en dessous de toi, il y a des chances qu'il se baigne éventuellement dans ton Gatorade qui va couler jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mais si je laisse couler mon Gatorade alors que je suis à la passerelle des Basques, puis que toi, tu te baignes plus dans la région ici, comme tu es plus en amont, ben, tu l'auras pas, ton Gatorade, dans la rivière. OK? Puis là, la rivière Trois-Pistoles, si tu es déjà allé, tu le vois, le débit, là, dans quel sens il va. Donc, la rivière, elle coule toujours dans le même sens. Ça aussi, c'est à cause des bassins versants qui vont faire que l'eau va couler d'un point qu'on va dire qui est plus en amont. Donc, en amont, ça veut dire plus haut, mont comme montagne, et qui va couler vers l'aval. Aval comme une vallée, donc qui va être plus basse. Ça va? Alors, dans un examen pour les bassins versants, je pourrais, par exemple, te présenter une photo comme ça, puis te dire, Johnny habite ici sur le petit point là, Jean-Steven habite ici sur le petit point là, puis Marie-Monique habite ici sur le petit point là. Et je pourrais te demander, ben là, Jean-Steven, il fait un déversement, qui va être touché? Puis là, il faudrait que tu me dises, Marie-Monique, parce qu'elle est dans le chemin de l'eau, puis Jean-Steven, parce que le déversement va ensuite aller dans le fleuve Saint-Laurent. Ça va? C'est le genre de questions que je pourrais te poser. Ensuite, qu'est-ce qui détermine en fait, c'est quoi les critères dans un bassin versant? Là, je vais retourner à ma fiche qui est là. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Les facteurs influençant la circulation de l'eau à l'intérieur d'un bassin versant, la topographie, donc comment est-ce que le relief est organisé? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que c'est plus élevé, d'autres endroits où c'est moins élevé? La géologie, le type de sol qu'il va avoir, donc s'il y a des roches, en général, l'eau va couler plus que si on a, par exemple, un sol qui va absorber l'eau. Le climat, donc il y a des endroits où le climat va favoriser beaucoup de passage d'eau, puis à d'autres moments, par exemple à l'hiver, il y a beaucoup moins de circulation d'eau. La végétation qui peut retenir ou pas l'eau dans un bassin versant, puis les aménagements agricoles, industriels ou urbains. Donc, des fois, on va faire des aménagements qui vont complètement changer le relief, puis qui vont complètement changer la direction dans laquelle vont aller les bassins versants. Bon, gros sujet. Pour ces bassins versants, je vais retourner vers mon iPad. Ensuite, comprendre la différence entre un courant de surface et un courant de profondeur. OK, donc les courants, ils sont ici. Donc, un courant de marin ou un courant de surface va être un déplacement d'eau de mer caractérisé. En fait, un courant, c'est un déplacement d'eau de mer caractérisé par une direction. Dans les courants marins, on a des facteurs qui vont influencer les courants marins. Alors, dans des courants de surface, ils vont surtout être influencés par les vents, puis les courants de surface vont se déplacer à l'horizontale. Donc, le vent va souffler, l'eau en dessous va suivre, puis l'eau va aller dans une direction. Quand on a des courants de profondeur, ça va être par des variations de densité. Donc, en fonction de la température de l'eau, puis en fonction de la quantité de sel qu'il va y avoir dans l'eau, l'eau va basculer, un peu comme les masses d'air qu'on a vues dans les vents. Okay? Donc, on a vu que les masses d'air qui étaient chaudes, donc montaient vers le haut de l'atmosphère, qui étaient remplacées par des masses d'air qui étaient froides. C'est la même chose avec l'eau. Donc, l'eau, quand l'eau est chaude, elle va monter vers la surface, puis elle va être remplacée dans l'eau froide, puis ça va faire des courants de profondeur. Et aussi, plus l'eau va être salée, plus en fait, elle va avoir tendance à descendre vers le bas parce qu'elle va être plus lourde, puis moins l'eau va être salée, plus elle va avoir tendance à remonter vers le haut parce qu'elle va être plus légère. Et là, ça aussi, c'est du STE, mais c'est juste pour t'aider à comprendre. Quand l'eau remonte vers la surface, elle va être plus chaude. Elle va se réchauffer à cause du contact du soleil. Et en se réchauffant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'évaporer un petit peu.
Sauf que l'eau dans l'océan est remplie de sel. Puis le sel ne peut pas s'évaporer. Il est trop lourd pour s'évaporer avec l'eau. Donc, si tu réfléchis bien, plus l'eau va monter vers la surface, plus il va faire chaud, plus l'eau va être évaporée et plus l'eau qui va rester en surface va être concentrée en sel. Parce que la même quantité de sel va être dans cette masse d'eau-là, mais il va y avoir moins de particules d'eau. Donc, cette eau-là qui va être plus concentrée en sel, elle va retomber vers le fond de l'océan et ça va faire un courant de profondeur, entre autres. Ça va? Full intéressant. Donc, toi, je te demande de juste comprendre la différence entre un courant de surface et de profondeur. Un courant de surface, c'est à la surface, évidemment, et c'est surtout déterminé par les vents. Les courants de profondeur, c'est plus creux. Ça va être des masses d'eau qui vont comme bouger à cause de leur température et leur densité. Ensuite, on te demande de comprendre qu'est-ce que la boucle thermohaline. Donc, la boucle de thermohaline, c'est une immense boucle de circulation des courants de surface et de profondeur qui vont faire que toute l'eau à la surface de la Terre va se déplacer à un moment ou à un autre. C'est juste ça que tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir que partout sur la Terre, l'eau va se déplacer à cause des courants de surface et des courants de profondeur. Puis que cette eau-là, ça va faire éventuellement le courant du Gulf Stream. Puis là, je pourrais te le montrer ici sur Windy, juste pour que tu vois un petit peu l'impact que ça peut avoir. Est-ce que j'ai vent, rafale, température, humidité? Non, c'est pas grave. On le voit quand même là, avec le vent. Donc, on va voir des mouvements d'eau qui vont se déplacer partout sur la planète. Et c'est ça la boucle thermohaline, c'est qu'elle va permettre à toute cette eau-là de se déplacer. Puis il y a des grands courants. Là, regarde, on le voit super bien. Ici, là, c'est le courant qu'on appelle, là, ça, tu n'as pas besoin de le savoir, c'est juste pour que tu vois de quoi ça peut avoir l'air. Ici, là, c'est le courant des alizés qui va déplacer là, une grande masse d'air à partir de Europe-Afrique vers ici les Amériques. Puis ensuite, on a un courant aussi dans le nord. Fait que là, tu sais, ça va comme monter de ce côté-là. Donc, toutes les eaux vont toujours se déplacer un petit peu partout sur la planète. Ce qui est une bonne chose, là, parce qu'on ne veut pas des eaux stagnantes, puis parce que les poissons, ils se promènent là-dedans, entre autres. Comprendre les facteurs qui influencent les courants marins, ça aussi, on vient d'en parler. Donc, on a des facteurs, nos facteurs principaux, c'est la température de l'eau, la densité et le vent. C'est ce qui va influencer les courants marins. OK, ça c'était vraiment, je pense que la section bassin versant et courant, c'est celle qui est peut-être la plus difficile de cet examen-là. Ensuite, connaître la proportion de l'eau douce et de l'eau salée. Alors, tu as juste besoin de savoir, je retrouve ma petite fiche. Aise-toi, oui. Donc, tu as besoin de savoir que l'eau salée est de 97,5 de toute l'eau sur la Terre, puis que l'eau douce est de 2,5 Tu dois aussi savoir que dans l'eau douce, on a des lacs, des rivières, des fleuves. Tu n'as pas besoin de connaître les pourcentages, puis qu'on a des glaciers aussi. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de choix de réponse? Oui, quand même. Là. Je te dirais la moitié. Peut-être pas. Là, je ne me souviens pas par cœur. Il faudrait que je l'ouvre. Mais oui, il va y avoir
quand même pas mal de choix de réponse. Donc, eau douce, 97%, eau salée, pardon, 97%, eau douce, 2,5%, 3%. Dans les eaux douces, il y a les lacs, les rivières, les nappes souterraines ou les nappes phréatiques et les glaciers. Ensuite, connaître et comprendre la différence entre un glacier, une banquise et la cryosphère. Donc, glacier, banquise et cryosphère. Cryosphère, c'est la couche de glace. Donc là, peut-être que tu viens de te rendre compte que quand on dit sphère, ça veut dire comme couche, mettons. Donc, lithosphère, c'est la couche de terre. La biosphère, c'est la couche d'êtres vivants. L'hydrosphère, la couche d'eau. Donc, la cryosphère, c'est la couche de glace qui est à la surface de la Terre. Ensuite, on a une différence à faire entre un glacier et une banquise. Donc, je vais retourner dans ma fiche. Ici. Donc, un glacier, c'est une masse de glace qui se forme par le tassement de la neige accumulée sur la terre ferme. Donc, un glacier se forme sur la terre ferme, tandis qu'une banquise, ce sont des glaces qui flottent sur des océans. OK? Donc, la banquise, ça flotte, puis un glacier, c'est sur la terre. Ça veut dire que le Titanic, il a frappé une banquise parce qu'il a frappé une masse de glace qui flotte. Ça veut dire aussi que les ours polaires, ils vivent, ben pas ils vivent, là, mais ils se promènent là, quand on a comme l'image d'un ours polaire sur un morceau de glace dans l'eau. C'est sur une banquise qui va être. OK? Les glaciers, ça va être vraiment là, sur la terre. Donc, je vais te montrer des images juste pour que tu vois bien la différence. Image. Ah, là, oh, ça c'est superbe. Regarde bien. On voit très bien la différence ici. Bon, puis là, mon image est de qualité horrible. Ah, beaucoup mieux. Banquise, 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 banquise. Banquise ici tout près, là, qui est sur l'eau. Tout ce qui est sur l'eau ici, banquise. Et là, ces montagnes de glace ici, ce sont des glaciers. Fait que dans cette photo-là, tu vois de la banquise et des glaciers. Je vais te montrer une autre photo. Ça, des glaciers. Ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle nous autres aussi communément des icebergs. Des banquises, mon Dieu Seigneur, je suis désolée, je vous ai mêlé. Donc, des banquises, ça flotte. Iceberg, banquise, ça flotte. Même si c'est pas plat, ça flotte, banquise. Ici, la partie sur la Terre, c'est un glacier. Tout ce qui flotte, c'est la banquise. Ça va? Dernier exemple. Ici, oh, très jolie photo. Banquise, banquise. Et là, dans le fond, là, ce qui semble être de la terre ferme, toute gelée, glacier. Donc, banquise, ça flotte. Glacier, sur la terre ferme. Ensuite, on achève. On a quasiment fini notre guide d'études. La différence entre les sources d'énergie hydraulique. Donc, dans les sources d'énergie hydraulique, on a deux sources énergétiques. On a l'énergie des barrages hydroélectriques, puis l'énergie des hydroliennes. Donc, je vais te faire un petit dessin pour ton bon plaisir sur mon petit iPad. Là. Alors, pour l'hydroélectricité, ce qu'on a besoin, là, c'est d'un grand courant. Donc, on a besoin de beaucoup de mouvements, comme ceci. Donc, ça, c'est une chute. C'est beau, hein? Dans le fond,
à la base de la chute, on va avoir un système qui va tourner à mesure que l'eau va passer dedans, comme c'est ici, en gros. Il va y avoir un solénoïde aussi à l'intérieur qui va tourner. Puis, cette turbine-là va produire de l'électricité dans une centrale. Ça, c'est de l'énergie qui est je peux me tromper, hydroélectrique. Okay? Hydroélectrique, c'est les barrages tels qu'on les connaît. Je reviens à mon iPad. Donc, pour faire de l'énergie hydroélectrique, ce qu'on peut aussi utiliser, c'est le débit d'une rivière. Donc, par exemple, une rivière qui va super vite, on n'est pas obligé d'avoir des chutes et un barrage. On pourrait utiliser exactement le même fonctionnement avec, donc, laisser passer ici à l'intérieur très rapidement l'eau qui est là, qui va activer un solénoïde et faire de l'énergie hydroélectrique. Donc, hydroélectrique, c'est ce que tu as en tête quand on parle d'énergie faite avec de l'eau. C'est l'énergie qu'on utilise le plus, qu'on fabrique le plus au Québec. Maintenant, l'énergie hydrolienne. Donc là, si on regarde juste le mot, le hydrolienne, ça ressemble à éolienne. Ouh, éolienne. Mais c'est avec hydro. Oh là là, OK, intéressant. Fait que là, on se souvient qu'une éolienne, c'est un espèce de petit moulin qui va tourner sur lui-même avec le vent et produire de l'énergie. Donc, l'énergie hydrolienne, c'est exactement la même chose. Donc, on va avoir une espèce de petits tubes avec des pales à l'intérieur et on va laisser passer de l'eau à l'intérieur de ce petit tube-là. Et là, les pales vont tourner sur elles-mêmes. Comme c'est ici. Et en tournant sur elles-mêmes, exactement comme une éolienne, ils vont produire de l'énergie. Donc, quand on veut utiliser de l'énergie hydrolienne, on n'a pas besoin d'avoir un débit super fort comme avec l'énergie hydroélectrique. On a juste besoin d'avoir de l'eau qui passe, puis qui repasse, dans un sens, dans l'autre, parce que nos pales peuvent tourner dans les deux sens. Donc, ce qu'on va faire, autre petit dessin ici, je vais me faire une petite plage. Ça, c'est une plage, et là, ça descend. Oui. Et là, j'ai de l'eau qui va monter sur la plage avec la marée. Puis là, après ça, quand la marée va baisser, l'eau va repartir tout doucement. Et je vais avoir des petites vagues qui vont aller sur ma plage. Ça, c'est des vagues, c'est beau, hein? Qui vont aller sur la plage comme ça ici et qui vont repartir vers l'océan comme ça. Et juste ce mouvement-là va être suffisant pour pouvoir mettre à l'intérieur de l'eau des petites pales, comme ça ici, qui vont tourner dans un sens et dans l'autre pour faire de l'énergie hydrolienne. Donc, l'énergie hydrolienne, c'est avec les vagues et les courants marins, puis l'énergie hydroélectrique, c'est avec les chutes, les rivières et les fleuves. Donc, beaucoup de pression, toujours dans la même direction. Tandis que hydrolienne, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Parfait, on achève. Il nous en reste juste un. Être en mesure d'expliquer le fonctionnement des barrages hydroélectriques et hydroliennes. Mais là, c'est génial, je viens de le faire. Hydroélectrique, tu dois savoir, comme je viens de l'expliquer, qu'on a besoin d'une grande quantité d'eau. Donc, un grand débit dans une direction. Et hydrolienne, ben, ça va être juste de l'eau qui va faire tourner des pales comme un moulin. C'est tout ce que tu as besoin de savoir, comme on vient de l'expliquer. Ça va? C'est ça la principale différence. Et c'est ce qui fait le tour de ce que tu as à connaître et à savoir pour ton évaluation de demain. Donc, je t'invite à me poser des questions si jamais tu en as sur Teams. Si tu es arrivé un petit peu plus tard,
pas de souci. Tout ce que ce dont on a parlé à partir du moment où mon micro a commencé à fonctionner, là, a été enregistré, puis je vais aller le mettre sur YouTube. Fait que tu pourras pouvoir aller voir la première partie. Donc, je t'invite je vais arrêter mon partage. Si tu as des questions, je t'écoute. Si tu veux quitter à partir de maintenant, tu es le bienvenu. Puis, je vais te souhaiter une très, très belle soirée. Merci d'avoir été là.